suite de cette agression barbare. Cela dit, Excellences, Messieurs le ministre d'État, vous permettez que nous puissions maintenant brosser les objectifs du présent forum. En effet, ce premier colloque des mandataires en mine qui rassemble la crème des experts de la législation minière congolaise a principalement pour objectif le renforcement des capacités intellectuelles et professionnelles des mandataires en mines et carrières de la RDC. Le renforcement de liens entre ces différents experts miniers congolais. La consolidation et le renforcement de l'interaction permanente entre le corps des mandataires en mines et carrières et l'administration. Bonjour. Ce serait une solution. Excellence, Madame la vice-ministre, Monsieur le directeur général de l'ANIBA, Monsieur le directeur général de la SOKIMO, distingués invités, chers collègues mandataires amis et carrières, Mesdames et Messieurs, et je profite pour saluer la présence du secrétaire général qui est dans la salle. Bon, pour revenir à mon thème, je veux dire, réfléchir sur l'évolution de la législation minière congolaise et son impact sur les conséquences économiques m'amène à remonter le temps, c'est-à-dire remonter le temps jusqu'à la période coloniale. Comme vous devez le savoir, notre pays a été colonie belge. Et à l'époque, le législateur colonial avait légiféré sur la question de mine. Le premier décret qui a été pris était celui de 1910, qui a été modifié par celui de 1919. Mais cela réglementait que l'exploitation et la recherche minière dans les Katanga. En 1937, il y a eu un autre décret qui a été pris pour légiférer cette fois-là l'exploitation minière sur toute l'étendue du territoire national. Le décret de 1937 est resté en vigueur jusqu'en 1967, année de la promulgation de la première législation minière du Congo indépendant. Et cette législation légiférait les questions de mines et des hydrocarbures. Il va s'en suivre l'abrogation de cette ordonnance-là de 1967 en 1981, lorsque le législateur a encore une fois légiféré sur les questions de mines et des hydrocarbures. Mais la loi de 81 ne s'était pas vraiment écartée de la loi de 67, puisque ça reprenait à peu près les mêmes dispositions. Et il a été constaté que cette modification n'avait pas vraiment apporté d'impact positif dans le secteur minier et les dispositions contenues dans ces lois n'étaient pas incitatives pour le secteur. Ce qui a eu pour conséquence que lorsqu'on étudie les statistiques, dans la période allant de 1937 à 1966, comparativement à celle allant de 67 à 96, la période régie par la loi minière, il se dégage de ces données qu'il y a eu 48 sociétés pendant la période de 67 à 96 et seulement 7 sociétés minières durant la période allant de avant 97. Alors, pour pallier à cette insuffisance, il a été question par l'initiative de la Banque mondiale de mettre en place une loi qui devait être incitative et amener les investisseurs étrangers
à venir investir dans les secteurs miniers dans le pays. C'est ainsi que la loi de 2002 a été promulguée. Cette loi avait apporté des nouveautés dans les domaines douaniers, fiscal et surtout dans ce qui concerne l'octroi des droits miniers qui devait se faire de manière transparente. Et la première règle, c'était la règle de priorité, c'est-à-dire celui qui introduisait sa demande même à 1 minute avant la demande de celui qui vient après. C'est cette demande-là qui devait être d'abord traitée en priorité. Et si le dossier ne remplissait pas les conditions du code minier, là on pouvait passer au traitement de l'autre dossier. Maintenant, dans l'application de ces codes de 2002, ces codes a été salué par la société civile, dont nous avons un militant ici dans la salle, qui est à ma droite. C'est une initiative corps de mandataires en vie de carrière, qui est une organisation sans but lucratif dans notre pays, parce que le législateur, le code minier a voulu à ce que l'administration minière dans notre pays puisse avoir un corps de personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les titulaires de droits miniers et l'administration. Et donc ce premier colloque qui est un laboratoire de réflexion d'abord sur l'avenir du code minier. Est-ce que depuis que ça a été adopté, promulgué depuis 2018, est-ce qu'il y a encore des dispositions qui doivent être revisitées? Quel a été l'impact de cette législation minière sur l'économie du pays dans son ensemble, sur le plan du développement, sur le plan économique? Voilà. Donc je sais, nous avons été conviés moi-même comme faisant partie de ce corps venus chez le gouvernement. Donc c'est une réflexion et je suis convaincu qu'il y aura de belles recommandations qui en sortira, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour le Parlement qui est appelé à légiférer. Très bien. Alors merci. Mais je me suis dit, certes, oui, l'État congolais, en révisant les codes miniers de 2018, a tout fait pour maximiser les recettes. Certainement qu'en maximisant les recettes, l'État congolais n'a pas tenu compte aussi, n'est-ce pas, dans la multiplication de fiscalité que nous voyons aujourd'hui, de ce qui serait demain des investisseurs en RDC. Comme je l'ai dit tout tantôt dans mon exposé, il est tout à fait clair qu'avec les conditions renforcées pour la maximisation des recettes, les investisseurs se réservent, par exemple, de ne plus continuer à investir en RDC. Et depuis la sortie de cette loi, on n'a pas encore vu un gigantesque investisseur qui est venu investir en RDC. Pour la simple raison que les gens se posent des questions, pourquoi dans la loi minière de 2018, n'est-ce pas, il est demandé aux investisseurs, d'abord, lorsqu'ils ont des profits excédentaires, au-dessus de 25%, de verser 50% de ce qu'ils ont gagné entre les mains de l'État congolais. Et ils se disent, dans la loi de 2002, il n'y en avait pas. Et dans la loi de 2018, on est passé